l'attente de la presse. Je m'appelle Brahim Lagil, je suis journaliste avec l'équipe média dans le territoire occupé à Lyon occupé. Mon ami Aziz Wahidi étudiant avec moi à Gadir, au Maroc. Il y a 10 années dans la cartel, la liberté pour tous les prisonniers politiques sahraouis. Michel Coronas, le porte-parole de la Fédération du Parti communiste et des Pyrénées orientales. Je vais vous dire d'abord que pour nous c'est une fierté de recevoir la marche des libertés. Dont on sait l'importance qu'elle représente à la fois sur une portée symbolique, mais aussi on voudrait d'abord remercier évidemment l'association des Amis de la République arabe sahraoui démocratique qui a initié le portage de la marche. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui, avec leurs associations, leurs organisations, qui sont militants ou bénévoles, assurent sa continuité jusqu'à son terme, donc Papa de Givry et Alain jusqu'à Kédra. Fierté aussi pour nous d'accueillir Claude, puisqu'elle ne compte pas ses efforts depuis de nombreuses années dans cette lutte infatigable pour faire connaître la situation du peuple sahraoui, en particulier aussi de ces prisonniers et du sort intolérable qui leur est réservé. Nous, on voudrait dire aussi 2 mots sur le fait que, en ce qui concerne le Parti communiste, nous sommes pour une application du droit international qui ne soit pas à géométrie variable, c'est-à-dire qu'elle s'applique partout, dans toutes circonstances, et de la même manière pour tous les peuples. En ce qui concerne en particulier le peuple sahraoui, c'est de respecter son droit à l'autodétermination et de faire qu'il y ait le respect notamment de ce qui a été arrêté par l'ONU par rapport à la consultation et qui est bafoué aujourd'hui de par l'occupation du Maroc. Nous regrettons vivement la façon dont la France s'est positionnée, car en reconnaissant la souveraineté marocaine sur cette partie du Sahara, eh bien, en fait, il y a un déni de droit par rapport au droit international. Et ça, c'est insoutenable. Et nous considérons que ça porte préjudice à l'image même de notre pays dans son rayonnement dans le monde. Nous, ce que nous demandons, c'est ce respect donc, du droit international, quel que soit le pays auquel il s'applique, et de faire en sorte que on l'applique aussi dans notre pays. C'est la référence à laquelle je faisais référence par rapport à nos amis kanaks. Nous considérons aussi que dans notre pays, il faut aussi balayer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi le respect du droit à l'autodétermination pour les peuples qui ont la démarche, etc. Et prendre en considération ce qu'ils demandent et ce qui a été fait, notamment en Kanaki, est inacceptable. La remise en cause des accords qui avaient eu lieu pour avoir le référendum d'autodétermination, c'est quelque chose qui est inacceptable. Dernier mot enfin, c'est pour dire que nous, nos efforts, on les fait porter aussi pour essayer de conjuguer la convergence entre les différents... pour nous, le Maroc n'est pas comment dire, un royaume démocratique, n'est pas un pays où rien ne se passe. Malheureusement, il y a aussi des prisonniers politiques qui sont marocains. Nous en avons, nous, côtoyé pendant des décennies, toute une série de peuples, de conflits, où on voit que l'on essaie d'attiser les oppositions entre les uns et les autres. Et nous, ce sur quoi on veut s'attacher, au contraire, c'est faire converger les luttes qui sont menées par les uns et par les autres. Alors évidemment, avec des fois peut-être ou des incompréhensions ou des fractures profondes, je pense par exemple en ce qui concerne la situation de Palestine, mais il n'y a pas de raison de mettre sous le boisseau les possibilités qu'il y a pour faire converger des mouvements démocratiques en Israël et la question palestinienne d'un État viable sur lequel
de plein droit. Voilà. Donc voilà, nous, nos luttes pour les droits de l'homme et pour le respect du droit international s'inscrivent dans cette base. Écoutez, je ne serai pas plus long parce que l'intérêt de cette journée et de celle qu'on va suivre, c'est plutôt effectivement d'avoir l'oreille pour écouter les témoignages auxquels tu faisais référence, et puis d'essayer de porter ça dans l'opinion de façon à briser ce mur du silence. Un tour de table, effectivement, pour voir toutes les organisations. Un Claude, avant que tu parles. Donc moi, je suis Louise Didier, je suis au Parti communiste, et voilà, je suis membre du collectif catalan de la marche de la liberté. En plus, vous êtes le seul à avoir inventé un nom pour votre collectif. Oui. Tu peux me le redire? Le collectif catalan de la marche pour les Sahraouis, on a marqué, hein, parce qu'il faut que ça soit plus court. Pour pas non, pour la libération. Patrick, conseiller régional et membre du Parti communiste et co-secrétaire de la fédération du PCR. Sonia Guichard, membre du bureau de l'AFPS 66, Association France-Palestine Solidarité sur Perpignan. Patrick Pirot, journaliste avec le label Politis. Gisèle Chauvin, Aurel, aucune étiquette, dans les mouvements humanitaires, sociaux, culturels et autres. Bruno Malinge, je suis membre du collectif et militant associatif dans Libérant Association. Véronique Michelin, je suis au Parti communiste et membre du collectif. Non, c'est un collectif unitaire au niveau national qui regroupe des... Vous pouvez me redire votre nom? Votre nom? Jean-François. Comme Castel. Jean-François Castel. 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 On s'était rencontrés déjà l'an dernier pour la fête du 3 septembre. Moi, je m'appelle Kouanene Ouéa. Je suis originaire de l'île d'Yaï. Je suis kanak. Je suis ici en tant que président du mouvement kanak en France et membre de Solidarité Kanaki. Et on est indépendantistes, on se bat pour la libération de notre pays. Christian Bousquet, association Survie. Membre du collectif. Membre du collectif. C'est Inès, je suis à Solidaire, Sud Éducation, 66, mais et en plus de militer dans pas mal de groupes et d'associations, j'ai découvert, ça fait un bon moment que je voulais y aller, j'ai découvert les camps de Tindouf, enfin, grâce à la race des clubs. Et depuis, je suis un peu le problème de la lutte pour les Sahraouis pour mon syndicat. Claude Mongin, donc je ne me définis pas comme épouse du Sahraoui, mais enfin c'est quand même ça. Oui, j'ai été guide de France, le scoutisme féminin français, à ce titre décoré de l'ordre du mérite. Je ne le dis pas pour vous, mais pour les Marocains, parce qu'ils savent très bien ce que c'est que les chevalières de l'Amérique, et que je me promène tout le temps avec le bleuet quand je vais au Maroc. Enfin, j'ai des poules. Ensuite, j'ai travaillé donc au CCFD, c'est là que j'ai découvert la cause du Sahel, parce que j'étais chargée de mission en Afrique du Nord, Afrique de l'Est, et donc tous les Français, j'ai dit ah bon, les Arios, ça existe encore. C'est les premiers qui sont venus me voir pour savoir si je continuais à les soutenir, parce que depuis 1975, le CCFD soutient la lutte. Et depuis un an, il n'y avait personne, donc voilà, le régime cherchait déjà des sous à l'époque. C'est le représentant du Polisario qui m'a envoyé l'Ico Presto 3 mois après dans les camps. J'ai découvert la nuit étoilée. Je me demandais bien où je tombais. Et puis ensuite, je suis partie pendant 2 ans dans le camp de réfugiés à Kibou, dans une mission Afrique, non, comme avec Enfants réfugiés du monde, et puis Caritas Suisse, l'Équipe de France et l'association allemande de l'Est, de soutien suisse-allemande, de soutien comme ça. Pour la première année de l'AFA BLD pour les enfants de 5 à 10 ans, les maisons d'enfants, et la deuxième année pour créer les maisons pour les adolescents. Parce qu'ils ont découvert ce que c'était que la branche adolescente, comme tous les peuples, parce qu'il n'y avait pas d'adolescents
traditionnellement. À 12 ans, les filles se mariaient et les garçons suivaient les troupeaux. Donc là, il y avait des enfants dans la dune qui ne faisaient rien, parce que même si le Polisario a comme première mission l'éducation des enfants et que 100% des enfants sont scolarisés dans les camps, ceux qui ne peuvent pas suivre des études, pour un certain nombre de raisons, ils traînaient. Donc voilà. Et après, c'est pendant cette période-là que j'ai rencontré Laura, et puis après, on en reparlera. Et maintenant, je suis là, et je suis très contente d'être là. Merci pour votre accueil et votre punch. J'accompagne Claude sur la marche, et depuis la veille à la fin de 2018. Et je suis photographe, j'ai travaillé dans le territoire pendant quelques années pour documenter les économies de développement, les ressources et la petite acculturation. Et du coup, on aiguille, on épaule, je veux dire. Si tu veux parler un peu plus fort. On épaule sur l'aspect communication pour la marche, pour le graphisme, pour visibiliser les prisonniers. Et donc on est avec, il faut documenter aussi la marche avec Brahim et Imam, et aussi toute une équipe qui n'est pas présente mais qui est sur un ordi derrière. Tu peux parler des portraits. Et les portraits, du coup, on a fait tout un travail pour trouver les images, parce que c'est des prisonniers qui sont depuis 15 ans maintenant. Donc, on avait très peu d'images, les photos étaient dégradées à force d'être partagées sur WhatsApp. Et donc là, c'était important pour nous de mettre des visages sur ces noms et d'identifier cette foule de prisonniers. Sortir juste de l'aspect juridique, c'est que c'est des humains qui ont rien et qui ont des familles. Je peux me permettre une question? Il y a combien à peu près de prisonniers actuellement? Bon, ça veut le dire tout de suite, mais on a 32 qui sont identifiés par la Ligue des prisonniers politiques sahraouis. On vient d'en découvrir un. Et après, il y en a d'autres qui ne sont pas... c'est officieux. Hein? C'est officieux. Ouais, c'est pas forcément des identifiés comme militants, mais ils vont être discriminés ou arrêtés avec des fausses condamnations. Merci. Je reprends Jacqueline Fontaine, je viens de Nancy et j'accompagne Claude pour la marche. Et moi, au niveau de ce combat, ma principale implication actuellement, c'est la formation des professeurs de français et des collèges dans les campements de réfugiés sahraouis. Et puis depuis 3 ans, l'organisation d'un forum littéraire, des journées de la langue française. Mohamed Boulay, je suis vice-président chargé des relations extérieures pour la fédération franco-algérienne Aquitaine plus Occitanie. Moi je suis le représentant au niveau de la fédération. Voilà. Donc Jean Boucher du NPA, donc on est ici en soutien à la lutte du peuple sahraoui, comme on soutient tous les peuples qui subissent une oppression. Je pense évidemment aux Kanaks, aux Palestiniens, la liste est malheureusement trop longue, et puis à tenir à dénoncer la politique actuelle de Macron, actuelle, mais finalement elle est à l'image de la politique que l'impérialisme français mène depuis qu'il existe, qui est une politique d'oppression au service de ses intérêts propres et aux dépens évidemment des intérêts des peuples et des pays qui sont sous sa domination ou qu'il vise à dominer. Alors moi c'est Josie Boucher, donc je suis LPA, mais aussi militante de Survie et de la STI, qui est rattachée à la FASTI, et qui sont des associations qui luttent de façon déterminée pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, contre le racisme, contre le colonialisme. Voilà, et c'est à ce titre-là que je suis aussi dans le collectif, que nous sommes dans le collectif.
Brahim Sida, membre d'Wikipédia. Wikipédia, un groupe journaliste à le territoire occupé Sahara occidental. Je suis avec la marche de la liberté avec Claude parce que la meilleure des personnes prisonniers politiques, c'est un des amis, c'est un étudiant avec moi et journaliste avec moi et maintenant travaille avec l'ami, avec lui-même pour envoyer les informations en réseaux sociaux et les diffusions à RAS TV et 3-4 télévisions algériennes, la radio algérienne. Je parle un peu français. Thérèse Hermet, je viens d'Ardèche et je suis depuis que j'ai 15 ans. Depuis longtemps. Avec une parenthèse où j'avais perdu complètement de vue, que j'ai retrouvé à cause de l'article de journal qui parlait de son engagement. Voilà. Il y a Imam qui est là-bas aussi. Je suis Mohamed Imam, je suis journaliste de puis je suis activiste sahraoui, activiste médiatique, et je suis marcheur avec Claude Monjal, avec l'URSSC, jusqu'à Frézérat. Inch'Allah. Je vais vous faire un bref historique pour resituer un peu ce qui se passe dans cette région du monde. Donc à la fin du 19e siècle, quand les grands mondes se sont partagés le monde, c'est l'Espagne qui a gagné le Sahara occidental. Donc l'Espagne est devenue, le Sahara occidental est devenu une colonie espagnole. Jusqu'à ce que les Sahraouis, comme tous les peuples, dès 1963 et pour les Sahraouis en 1973, souhaitent leur indépendance, veulent se libérer. Donc le Front Polisario a été créé en 1973, c'était les jeunes Sahraouis qui ont créé ce Front Polisario. C'est un front de libération du Sahara occidental. Donc les premiers combats ont été contre l'Espagne, qui était le colon officiel. Mais l'Espagne a trahi les Sahraouis avec le Maroc et la Mauritanie. L'Espagne a accepté de se retirer du Sahara occidental contre un partage du territoire et bien sûr des accords intéressants pour l'Espagne et pour les trois parties. Donc l'Espagne a partagé le Sahara occidental en deux, le nord pour le Maroc, le sud pour la Mauritanie. Alors que les Sahraouis à l'époque pensaient qu'ils allaient être quand même bien aidés par les Marocains, ils se sont fait complètement trahir. Donc le combat pour la libération a continué. La Mauritanie s'est finalement retirée et le Maroc a occupé l'ensemble du territoire. Et depuis, donc, jusqu'en 1991, et puis ça a repris, le Front Polisario est en lutte contre le Maroc. Alors, il y a eu des périodes plus ou moins faciles, mais en 1991, alors que le Front Polisario semblait en position favorable, il y a eu une proposition de cessez-le-feu qui a été acceptée par les deux parties. Et en contrepartie de ce cessez-le-feu, il y avait la promesse d'un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU. Donc les prisonniers, tous les disparus, donc les disparus ce sont des personnes qui sont arrêtées et dont les familles n'ont plus d'informations, ne savent pas s'ils sont en prison ou s'ils sont morts. Donc tous les disparus encore vivants ont été libérés. Et il y a eu cette promesse d'organisation d'un référendum d'autodétermination. Sauf que c'était en 1991, on est en 2025, et ce référendum n'a toujours pas eu lieu. C'est-à-dire que c'était encore une nouvelle trahison de la part du Maroc qui a accepté ce référendum et les termes ce cessez-le-feu et les termes du cessez-le-feu, et qui ne l'a pas respecté. Alors le Maroc, aidé par la France. Donc quand le Maroc a envahi le Sahara occidental,
Ça s'appelait la marche verte, qui se voulait au niveau de la communication comme une marche pour délivrer leurs frères sahraouis de je ne sais pas quoi. En tous les cas, ce n'était pas une marche pacifique parce qu'il y a eu des avions qui bombardaient, il y avait l'armée de tous les côtés qui préparait le terrain. Et de nombreux Sahraouis ont dû fuir les combats et se sont réfugiés en Algérie, ont passé la frontière qu'ils pouvaient passer, puisque la Mauritanie était encore un ennemi proche, dans le temps, alors qu'avec l'Algérie, il n'y avait pas de conflit. Donc ils sont allés en Algérie, au sud de Tindouf. L'Algérie a donné un territoire, a laissé à disposition un territoire pour les réfugiés sahraouis qui sont venus là. Et ces réfugiés, au bout de 50 ans, sont toujours dans les campements de réfugiés au sud de Tindouf. Donc au niveau des Sahraouis, il y a à peu près 200 000 Sahraouis qui sont dans les campements au sud de Tindouf. Il y a un certain nombre qui sont, je dis un certain nombre parce que c'est difficile de le savoir, qui sont dans les territoires occupés du Sahara occidental. Comme il y a une politique de peuplement du Sahara occidental par les Marocains, c'est difficile d'évaluer combien exactement, à quel nombre s'élève exactement la population sahraoui dans ces territoires. Et il y a une bonne partie de Sahraouis qui ont fui vers d'autres pays, la diaspora sahraoui. Qui représente 20%. Donc 80% sont des Marocains dans les territoires occupés. C'est-à-dire que c'est un crime de guerre, hein, quand on déplace les gens dans un territoire occupé militairement. Et puis une partie donc, est partie à quitter le Sahara occidental, et principalement pour l'Europe, pour l'Espagne, la France, et puis quelques-uns dans d'autres pays d'Europe aussi. Alors actuellement, la situation du Sahara occidental, donc la population elle est divisée. Le Sahara occidental est également divisé dans le sens horizontal. Alors le Sahara, je ne sais pas si vous voyez, le Sahara occidental est donc au sud du Maroc, et à peu près, au niveau superficie, c'est à peu près 2/3 de la superficie du Maroc. Donc il y a le Maroc, il y a le Sahara occidental. Au moment du cessez-le-feu, le Maroc occupait les 2/3 du Sahara occidental et occupe toujours les 2/3 du Sahara occidental. Et il y a une partie, un tiers à l'est qu'on appelle les territoires libérés. Et ces deux parties sont séparées donc, de façon verticale par un mur qui a été construit avec l'aide des Israéliens. Et un mur miné, où ils ont commencé à s'entraîner, parce que c'était avant. C'était avant. Entre 80 et 86, 2700 km. Ils ont fait leurs premières armes donc, sur ce mur-là. Un mur de 2700 km, miné de combien de mines? On dit 10 millions. On dit 10 millions de mines qui sont très dangereuses parce que dans le sable, en plus, les mines elles se déplacent, donc il y a régulièrement des victimes du côté des territoires libérés à cause de ces mines. Et en 2020, le Maroc a violé ce cessez-le-feu. Il a réprimé une manifestation dans le sud des territoires occupés, une manifestation pacifique, puisque de 91 à 2020, le choix du Polisario, ça a été d'une résistance non violente. Donc le Maroc a réprimé une manifestation et le Polisario a déclaré que le cessez-le-feu ayant été violé, il reprenait les combats. Donc la guerre a repris depuis 2020. On n'en parle pas ici, mais depuis 2020, il y a une guerre à nouveau entre le Polisario et l'armée marocaine. Et comme la guerre a repris et qu'elle a repris sous d'autres formes, maintenant il y a des drones, les Marocains ont des drones qui vont lâcher des drones israéliens, qui vont lâcher des bombes de l'autre côté du mur. Il y a eu également beaucoup de victimes. Donc ils ont dû rapatrier toutes ces personnes qui habitaient dans les territoires occupés. Il y avait des Béninois, des éleveurs qui étaient dans ces territoires libérés, pardon. Ils ont tous été rapatriés, ou bien il y en a qui sont allés vers la Mauritanie, mais là, le plus grand nombre ont été rapatriés dans les camps de réfugiés à Tindouf, en Algérie. Alors les hommes et les troupeaux ont dû être rapatriés, et maintenant dans cette partie libérée, il n'y a plus que les militaires. Ils font la guerre contre le Maroc. Il y a peut-être encore quelques familles qui sont restées à leur risque et péril, mais il n'y a pratiquement plus d'autres, il n'y a pratiquement plus de civils
dans ces territoires libérés. 266 morts, plus tous les blessés. Civils, les orpailleurs mauritaniens, les conducteurs algériens. On passe par là parce qu'il y a des routes qui permettaient d'aller vers l'Afrique dans les territoires libérés. Donc voilà la situation actuelle au Sahara occidental. La population partagée en 4 si on compte les prisonniers politiques qui nous entourent. Hein. On a tous ces visages de prisonniers politiques. Et puis le territoire partagé en 2 actuellement. On verra cet après-midi le film qui parle de cet événement de Bélizit qui a eu lieu en 2010, qui était également une manifestation non violente, et c'est à la suite de cet événement que la plupart des prisonniers qui nous entourent ont été arrêtés. Et voilà. Et c'est le drame du peuple sahraoui. La population totale, d'après les... Pardon, on dit que c'est autour de 1 million de personnes, la population totale. Je passe la parole à Camille pour qu'elle nous parle des territoires occupés de manière générale, et après des témoignages de nos amis. Après, on parlera un peu campus. Territoire occupé, je trouve que c'est toujours très intéressant l'anecdote de départ. Je parle plus fort. Je l'ai déjà retiré. Mais vous avez un micro. Je me rapproche, moi, comme ça. Le territoire occupé, moi j'y suis allée pour la première fois après mes études. Je passais par là pour un documentaire. Qui n'avait rien à voir avec le Sahara occidental, mais du coup j'étais déjà un peu sensibilisée à la problématique. Et j'ai eu beaucoup de soucis avec la police et qui m'effaçait les photos, et j'étais aussi témoin de violences policières ou militaires sur des femmes, des coups de botte, etc. Et du coup j'étais à vélo, et donc le fait d'être à vélo ça m'a permis de ne pas être expulsée, d'avoir l'aide de tourisme, et ça m'a permis de voir aussi que ce désert, les espaces en dehors des villes étaient bien habités, parce que proches de lieux d'exploitation agricole ou de pêche. Et donc j'ai eu des idées de projet, et je suis revenue les années suivantes pour réaliser plusieurs séries de photos en plusieurs parties. Donc il y a eu une série qui était sur qu'est-ce que l'architecture, l'urbanisme dit des intentions politiques marocaines, comme témoignage. Il y a des mécanismes de peuplement, de tentatives de faire venir les Sahraouis des camps de réfugiés, donc c'est des villes fantômes qui sont mort-nées. Il y a la tentative de séparer les Sahraouis dans différents quartiers dans les villes modernes. Et ensuite, la deuxième partie d'un projet, c'était sur des témoignages de Sahraouis et des portraits photos anonymes qui sont faits dans des maisons. Donc c'est des maisons où on a le sentiment que les Sahraouis sont barricadés en fait. Avant, il n'y avait pas de serrure sur leur porte à l'époque espagnole. Et maintenant, chaque maison, c'est une porte en métal, c'est des barreaux sur les fenêtres, ensuite des grillages parce que les policiers jettent des pierres, ensuite c'est des vitres teintées pour pouvoir observer la police et la filmer sans être vue. Et donc voilà, c'est vraiment une situation de siège pour les militants sahraouis. C'est très compliqué pour donc on a écrit des témoignages sur des feuilles de papier de ciment, de sacs de ciment qui étaient vides. Et c'était où alors ça? Ça c'était à Laayoune, dans le territoire occupé. Regardez la carte, capitale du territoire occupé. On avait décidé d'écrire les témoignages sur ce support parce que des anciens survivants des victimes de disparition forcée m'avaient raconté l'évolution de l'histoire de l'écriture dans les bagnes secrets sur la Seine 2. Et donc parmi ces supports d'écriture, il y avait les sacs de ciment qui ont soit servi à agrandir les bagnes secrets, soit ils se sont envolés à partir des villages qui étaient adjacents. Et du coup, les anciens survivants disaient toujours
On a été libérés d'une prison secrète, on habite maintenant dans une prison à ciel ouvert en fait. Et, oui, donc par exemple dans les manières d'écrire, il y avait écrire avec du savon sur du tissu noir, comme ça si les militaires arrivaient, on mettait de l'eau, ça disparaissait. Il y avait poinçonner avec une aiguille du papier, et donc il fallait lire en mettant à la lumière. Il y avait, oui, je sais plus. Il y avait avec le marc de café et un peu d'œuf pour faire de l'encre. Il y avait l'encre qui était fabriquée à partir d'emballages qui étaient récupérés, pareil, qui s'envolaient. Et donc il y a tout un patrimoine aussi que des survivants ont réussi à faire sortir de ces objets, des bagnes secrets, mais qu'eux-mêmes ne peuvent pas transmettre à leurs enfants ou à leurs concitoyens, de peur que ça soit volé par la police marocaine et que ça disparaisse. Et donc ça montre bien en fait la culture, enfin, les tentatives d'acculturation de cette histoire, même certains bagnes secrets ont été rasés, etc. Et du coup, le dernier projet, j'étais restée 2 ans sur place, donc au quotidien, c'est très compliqué de travailler, c'est une double vie où on a une vie qui correspond à la surveillance marocaine le jour, et la nuit, on rentre dans les familles des militants, etc. Et donc si on croise des amis dans la rue, on ne va jamais les saluer. Et du coup, pour rentrer dans ce territoire, il y a énormément d'expulsions. Quand j'étais sur place, j'ai arrêté de compter ce qui... je sais pas, je sais plus combien il y a. On en est à 350 de 15 pays depuis 2014 où c'est un territoire fermé. Donc tous ceux qui y vont se font expulser, puis on n'y va plus, autrement on serait bien plus nombreux. Et la semaine dernière, il y avait un journaliste ou un député qui est parti, député européen je crois, qui est parti dans le premier vol Madrid-Darla, qui a été expulsé en arrivant évidemment, il est reparti par le même avion, et qui a déposé un recours devant la Cour européenne de justice, puisque l'espace aérien appartient encore à l'Espagne, puissance administrante, et qu'un avion marocain n'a absolument pas le droit de faire ce vol. Donc c'est la première fois que la Cour européenne de justice statue après avoir définitivement publié le 4 octobre 2024 que le Maroc et le Sahara occidental sont distincts, que le Polisario est le seul représentant du Front Polisario, du peuple sahraoui, que le Polisario a un statut juridique qui lui permet d'attaquer toutes les entreprises qui pillent illégalement le territoire depuis 50 ans, et qu'ils doivent avoir le consentement du peuple sahraoui et non des puissances locales, des populations locales, comme a écrit Yael Toubé-Brown, population locale, mais on sait que les populations locales c'est les Marocains, donc voilà ce qu'on nous écrit, et voilà. Mais ouais, et pour revenir territoire occupé, la Youn, qu'est-ce que je peux dire d'autre, les populations comme les réagissent. Mais oui, il faut imaginer que c'est vraiment au quotidien, on est surveillé par tous les colons, par les policiers, les retraités militaires, etc. Et vous pouvez imaginer un petit peu, enfin c'est très dur de collaborer sur place parce que tous les Sahraouis sont surveillés, leurs téléphones sont sous écoute. Chaque Sahraoui a une fiche de couleur et cette fiche correspond au degré de surveillance qu'il va y avoir. Donc ça va être vert, jaune, orange, et ils vont analyser les interactions les uns avec les autres et relever le niveau de surveillance si une personne qui est non militante va aller visiter un militant, etc. Et du coup voilà, donc moi j'ai eu des soucis à partir du moment où Claude a été espionné par le logiciel espion Pegasus israélien en France. Et donc à partir de ce moment-là, ils ont su que j'étais dans le territoire occupé depuis presque 2 ans. Ils n'étaient pas contents, ils s'en étaient pas rendus compte. Et donc voilà, suite à ça, ça a donné lieu à plusieurs violations des autorités marocaines voilà, des droits et une interdiction de territoire alors que c'est eux qui étaient en tort vu qu'il y avait des violations. Ouais. Voilà. Et pillage, des reportages. Mais ouais, après on pourra en revenir dessus un peu plus tard.
Dans le journal qui est là que vous pourrez prendre, il y a un reportage sur la pêche. Mais peut-être pour finir, ce que je peux dire, c'est que c'est assez étrange cette marche pour la liberté en France, parce que finalement on est en France, mais je retrouve, ça me rappelle la même situation dans le territoire occupé, et ça me rappelle toujours l'hypervigilance qu'on a de voir qui c'est qui nous surveille, les voitures qui nous suivent, qui c'est qui s'infiltre. Et pareil, la paranoïa, des téléphones, des ci, des ça. Alors qu'on est en France. Donc, toujours depuis le début, donc, il y a des mobilisations de Marocains, les consulats font appel à des franco-marocains ou des Marocains, à des associations franco-marocaines, à des repris de justice. Il y a des gens qui sont condamnés au Maroc et qui vont se mobiliser pour faire venir le plus de Marocains possible pour faire blanchir et sauter leur condamnation au Maroc. Monsieur Retailleau ne le sait même pas. Il y a des gens, des consulats, par exemple à Béziers, il y avait une voiture sûrement de l'ambassade de Marseille qui était là avec chauffeur pour venir surveiller qu'est-ce qui se passait. Donc c'est un peu non-stop. Et pour ce soir, ça se prépare bien aussi. Et donc aujourd'hui, il y a une manifestation marocaine et c'est toujours le même graphisme, les mêmes affiches, sauf que ça change. Et la préfecture l'a autorisé au même endroit. Pas la même heure. Place Catalogne. Pas la même heure, Oui, mais ils arrivent toujours en avance. Oui, voilà. Ils vont arriver quand on sera là. Ce qui s'est passé dans plusieurs villes comme Poitiers ou Angoulême, c'est que la préfecture a autorisé des manifestations marocaines devant nos locaux, ce qui a perturbé nos événements, ce qui a empêché la parole des Sahraouis, et ce qui était très pénible et violent pour des Sahraouis d'être dans un local qui doit être fermé parce qu'il y a des intrusions, et de devoir supporter des chants, des chants, des insultes, des chants qui disent toute la journée « le Sahara est marocain, vive le roi, vive le roi, vive le roi ». Et donc, en parlant avec une personne des renseignements, lui, ce qui faisait remonter, c'est qu'il était très content du fait qu'il n'y ait pas eu d'affrontement, mais il n'y a pas eu. Et que la sécurité, ça s'est bien passé, mais parce qu'il disait, il mettait toujours des policiers entre les Marocains qui assiègent nos lieux et les Sahraouis qui sont à l'intérieur sous protection. Mais on leur disait, mais comment ça se fait qu'une préfecture autorise, en fait, si c'est une question de sécurité et de peur d'affrontement, le lieu, normalement, ne serait jamais à la même heure sur le même lieu. Donc voilà, donc on sent bien qu'il y a des pressions marocaines sur certaines préfectures et que... voilà, les CRS, ils étaient contents qu'il n'y ait pas eu d'incident, mais je leur dis oui, sauf que je n'ai pas eu le droit de parler dans mon pays, et les Sahraouis n'ont pas eu le droit d'expression comme les Marocains l'ont eu. Donc voilà le problème. Il dit, ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas leur problème au CRS, eux, voilà. Sauf que le gars des RG savait très bien que les Marocains se comportent comme ça, donc il y a un vrai problème au niveau des préfectures, où les Marocains doivent être très présents, il faudra vérifier ici. De toute façon, nous, on va porter plainte chaque fois pour violence. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu forcément d'intervention de la police, alors que des Marocains venaient au contact... et insultaient les policiers, ils ne les ont pas dispersés, jamais. Des menaces de mort, par exemple pour l'imam à Béziers, les policiers étaient à 2 mètres, ils ne sont pas intervenus. Moi j'ai eu des menaces d'envoyer les jeunes des quartiers pour voir si on allait continuer à rigoler. Voilà, c'est des intimidations, des menaces. Et à Béziers c'est intéressant parce qu'ils avaient le droit de faire un rassemblement devant le théâtre, d'accord, avant nous. Et nous, on était à 17h devant la statue Riquet, c'est-à-dire en bas des beaux remblasses de Béziers. Qu'est-ce qu'ils ont fait après leur rassemblement? Ils sont descendus jusqu'à nous et ils nous ont agressés. On vous a déjà envoyé les images. Et les CRS étaient là, ils ne sont pas intervenus. Donc c'est quand même nous qui sommes insultés en France. Donc moi je dis depuis toujours que le Maroc est souverain en France. Quand moi j'ai pas le droit d'aller là-bas, bon ok, Macron répond qu'ils sont souverains, sauf qu'ils sont souverains en France, et ça c'est la grande surprise de nos amis sahraouis, de voir qu'ils fonctionnent de la même façon en France que ce qu'ils ont subi là-bas. Et une petite question, ça c'est depuis la normalisation avec Israël ou c'était avant? Mais on ne l'a jamais fait, madame. C'est la première fois qu'on sort. Et ça, ils ne supportent pas. Claude,
Il y a quand même eu, non, il y a quand bah même oui, eu, avant la normalisation oui, avec Israël. Moi, j'ai l'expérience au Conseil régional de Lorraine, une conférence au Conseil régional de Lorraine, quand même, dans un lieu respectable, où on fait attention. Ben, la préfecture a dû mettre des policiers en civil partout, parce qu'il y avait des risques d'émeute, et effectivement, les Marocains sont venus, envoyés par le consul de Colmar, ils sont venus en bus. Deux bus, un bus qui manifestait dehors et un bus qui est rentré dans les locaux. Alors ils ont participé à la conférence, on n'avait pas, moi je ne savais pas encore exactement comment ça se passait, on n'avait pas prévu de filtrer, mais très vite on s'est aperçu que tous ceux qui arrivaient avec l'invitation à la main, parce qu'on l'avait envoyé gentiment par mail en disant ce genre de réunion, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le Sahara occidental, pas beaucoup de gens qui vont se déplacer, c'était plein. Et tous les Marocains avaient l'invitation à la main. Et mes collègues me disaient, tu vois, ça c'est un Marocain, ça c'est un Marocain. En fait, il y a une impunité depuis des années. Par exemple, un exemple qui est assez symbolique, c'est une fois c'était des policiers marocains qui sont arrivés en avion pour perturber un événement dans un local. Ils ont coupé l'électricité à l'extérieur du local, ils sont rentrés dedans, ils ont jeté toutes les chaises. C'était une marocaine, c'était pas la question sahraoui. Ils sont repartis à l'aéroport. C'est la liberté de presse. C'était la liberté de presse au Maroc et on avait invité l'ex-présidente de l'Association marocaine des droits de l'homme. C'était le local du PSU, que vous connaissez sans doute, cette écrit rouge là, c'est pas Château Rouge. Et on était dans la salle, nous, mais on n'a rien dit, c'était pas un problème sahraoui, c'était le problème marocain, la liberté de presse. Ils nous ont envoyé les chaises dessus, des boules puantes, et comme on ne sortait pas, ils ont fini par couper l'électricité. Et la police n'est pas intervenue. Donc de toute façon, ça dure depuis longtemps. Donc, depuis longtemps. Quand je parlais du Conseil régional, c'était en 2010. Donc, là, de toute façon, aussitôt les consuls envoient les Marocains perturber ce qui se passe. Et la conférence européenne de soutien au peuple sahraoui qui a lieu chaque année dans un pays différent. Cette année, il aura lieu à Paris. Vous êtes tous invités. Le 29 novembre, il y aura une manifestation aussi place de la République à la Bourse du Travail. Et donc en 2010, c'est-à-dire en même temps que Gdémizi, cette conférence avait lieu en France, au Mans. À l'époque, c'était un maire communiste, comme depuis le début, c'était la première ville qui a fait un jumelage en France. Eh bien, donc on avait prévenu la préfecture, évidemment, comme toujours, mais la préfecture ne nous a pas pris au sérieux. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on en est à la dernière ville, et ils font quand même comme ça. Donc c'est quand même voulu. Oui. Hein, surtout que le gars de la DRG, il me poursuit depuis 20 jours. Donc ça veut dire que les RG, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, la préfecture, il y a quelque chose qui se passe. Complaisance. Et là, on était au Palais des Congrès du Mans. C'est quand même public. Eh bien, on n'a pas pu rentrer dans le bâtiment parce qu'il y avait un buste de Marocains qui sont arrivés avec le portrait du roi en hurlant je ne sais pas quoi. Et donc, il a fallu que les... Enfin, donc là, ça veut dire que les RG n'avaient pas mesuré le truc. Et donc, c'est la première fois que j'ai fait une réunion sous la protection des CRS pendant 3 jours. Donc voilà la Maroc en France. Et à l'époque, je n'étais pas encore interdite de séjour. Et c'est là que pendant cette conférence qu'on a montré les photos de Gdémizi et qu'on découvrait, parce qu'on n'était même pas au courant en France qu'il y avait ces 20 000 personnes qui manifestaient dans les territoires occupés. Mais je me souviens très bien que le Polisario était très très inquiet. Parce qu'il se disait ça ne va pas durer. La copine qui a fait le film, enfin qui a participé à la film, qui était là-bas pendant 15 jours, par hasard elle est tombée dans ce rassemblement. Dans leur grande naïveté, c'est elle qui parle, elle pensait qu'au retour du Sénégal où elle allait au Forum social mondial, qu'ils allaient encore les retrouver et que nanana, sauf que le 8 novembre, ils ont tout démantelé, tout brûlé, tout arrêté tout le monde, lacrymogène et tout. Et donc ça, le Polisario le redoutait, mais le Polisario n'était pas du tout à l'origine de ça. C'était le prélude du printemps arabe, on s'en parlera ce soir, et des revendications contre les discriminations sociales et économiques, qui évidemment étaient conséquentes aux conséquences du non-référendum. Donc vous voyez, c'est pas... Et Jean-Paul Lecoq, le député français communiste, a été bloqué à Casablanca. Ils l'ont laissé une nuit sous un escalier. C'est sympa pour un représentant de la France. Et bon, vous verrez dans le film ce que Kouchner dit. Kouchner était un peu courageux parce que on s'est appris quand même que le lendemain il était limogé ou qu'il démissionnait. Et c'est Ali Omari qui l'a remplacé. Vous vous souvenez qu'Ali Omari, quelques temps après, elle a offert Ben Ali de
donner nos conseils du CRS. On a des ministres, moi j'en suis à je ne sais pas combien de mes affaires étrangères, puis même nous, parce que depuis 2 ans on en est au 6e, 7e, je ne sais plus. Bon, Jean-Noël Barrot, il gesticule là, mais enfin bon. Mais peut-être qu'on va entendre parler de nous du coup. En tout cas, ils le savent à l'intérieur, au ministère de l'Intérieur, ils savent tout. J'ai téléphoné à la commandante DRG de Paris, elle m'a dit vous avez bien fait de nous raconter, de faire monter. Donc ça m'énerve un petit peu que les préfectures n'obéissent pas à l'État. Mais bon. Parce que l'État. C'est pas grave. Juste un petit point, parce qu'en fait, on n'aura pas de presse du tout. Je viens d'avoir l'Indépendant, ils ont bien reçu un mail de Mehdi, sauf qu'il n'y avait ni date, ni heure, ni lieu. Donc, toute la presse a mis ça de côté, quoi. Voilà. Oui, mais enfin, quand il y aura des événements ce soir en face de la Catalogne, ils vont débarquer. Si on peut envoyer un message ce soir, tout à l'heure, oui, tout à l'heure. Demain. C'est-à-dire, parce qu'ils ne viendront pas. Pour demain, pour aujourd'hui, tu leur as envoyé Ah oui, non, mais pour aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. Non plus. Mais ils sont fâchés, c'est tout. Voilà. Tant pis pour eux. Si on envoie quelque chose pour demain, un rendez-vous pour demain, il faudra le faire. Voilà, c'est ce que je proposais, c'est envoyer un mail. Et puis si vous avez un 06, moi je veux bien leur téléphoner. Pour leur dire des choses. C'est pas un 06, c'est un 04, mais par contre, tu peux les appeler. Parce que ma parole les a fait venir ailleurs. On peut l'annoncer, peut-être parler des prisonniers qui sont de nos prisonniers, non, de 2010. En tout cas, merci. Merci pour l'invitation pour participer à ce projet de marche débuté ici en France, et on espère avec toi et j'espère que les esprits de nos lieux vous accompagnent aussi sur le chemin jusqu'à votre destination au Maroc, parce que c'est la volonté. Mais avant de prendre la parole, je tiens à dire notre soutien au combat du peuple sahraoui. Nous sommes une génération qui prend le travail ici en France pour tenter de donner une visibilité de notre lutte ici en France. Mais avant nous, il y a nos grands-pères, nos pères qui ont commencé cette lutte ici en France, sachant que la Kanaki a été, la prise de position de notre pays a été proclamée le 24 septembre 1853. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est durant ce combat mené hier par nos grands chefs dans les années 1800, relayé après par a fait que dans nos combats, le chemin de notre peuple, nos peuples se sont croisés. La Kanaki et le Sahraoui, à travers nos combats. À travers aussi l'histoire de l'Algérie, sachant que quand on cherchait à inscrire notre pays dans la liste des pays à décoloniser à l'ONU, c'est l'Algérie qui nous a inscrits, porté notre dossier pour inscrire. Avec l'Algérie, il y a le peuple sahraoui. Mais ces peuples s'inscrivent aussi dans cette histoire de. Vous avez parlé de la politique de remplacement, tout simplement. La politique de déplacement. Parce que dans l'histoire de notre pays, on a suivi aussi on a accueilli à un moment donné dans l'histoire les déportés d'Algérie et de Kabylie qui ont été à un moment donné accueillis chez nous. Selon l'histoire, beaucoup de Kabyles se sont retournés ici en Kabylie. Des Algériens, c'est peut-être une ou deux personnes de Kabylie qui ont fait souche en Kanaki. Et c'est ce peuple-là aujourd'hui qu'on a reconnu en 1983, dans la volonté d'indépendance de notre pays. On a demandé à l'État de reconnaître ces victimes de l'histoire. Ces gens des Israéliens, des Algériens, des Sahraouis, mais aussi des Français qui ont été déportés de chez eux pour venir chez nous. Et notre présence ici, c'est ça qui fait sens, c'est qui donne sens à notre présence.
parce que nous sommes les peuples autochtones de l'endroit. Et comme on disait tout à l'heure, nos droits est reconnu par le droit international. Et aujourd'hui, on doit malheureusement continuer à le rappeler à toutes nos nations. Aujourd'hui, la Kanaki est dans une phase de transition avec des transferts de compétences où les compétences régaliennes sont les socles qui nous mènent vers notre indépendance. Et la nouvelle posture de Macron, depuis son entrée au gouvernement, a fait que ces accords de décolonisation apprennent une autre tournure. Maintenant, les accords qui tentent de vous présenter, c'est de maintenir la Kanaki dans la France. De nouvelles postures a conduit aussi ce qui s'est passé le 13 mai 2024 en Kanaki, avec le projet de loi de l'ouverture de correctorat. Cette ouverture de correctorat, c'est donner la possibilité à plus de 25 000 Français qui viennent en Kanaki de voter chez nous pour se prononcer si on doit accepter notre indépendance ou pas. Alors que le seul peuple qui est concerné, c'est le peuple autochtone de l'endroit qui doit se prononcer. Et ce politique-là, ce politique de colonialisme, je le reconnais un peu tout à l'heure dans vos témoignages. Parce que c'est ce système qui peut-être change de forme, mais le fond de leur politique reste le même. C'est tenter de déshumaniser notre peuple. Et ce politique de déracinement et de déshumanisation de nos peuples, c'est témoigné aussi par l'emprisonnement, les condamnations. Aujourd'hui, nous, nos prisonniers, on a 7 prisonniers ici qui ont été déportés en France. 7 représentants politiques de la société de FNKS, qui sont considérés comme des terroristes, qui ont été considérés comme qui ont aujourd'hui des peines assez lourdes pour les condamner ici en France, alors que les dossiers sont vides. Pourquoi on les déporte nos responsables? Pourquoi on emprisonne nos responsables? Parce que justement, dans nos responsables, quand je vois les figures que vous avez sur les photos, c'est parce que ce sont des personnes aussi qui apportent une nouvelle vision de notre volonté d'indépendance. La reconnaissance de notre humanité en tant que peuple de l'endroit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens ici au nom de notre mouvement, au nom de mon peuple aussi, pour dire que on est avec vous, comme on a été hier avec vos pères et vos grands-pères, comme on a été du côté du peuple palestinien. Et je pense qu'aujourd'hui, la difficulté que l'on fasse aujourd'hui, que l'on a aujourd'hui par rapport à nos représentants politiques de l'État, peut-être seul on ne va pas y arriver à avoir le fruit de notre combat, mais je pense que des moments comme ça où on retisse nos liens, on se soude ensemble, on pense ensemble à le porter, peut-être on va y arriver. Et le fait aussi de dénoncer, de porter aujourd'hui, pour nous, la Kanaki, cette visibilité qu'on en a aujourd'hui, parce qu'il y a ce qui se passe aussi en Palestine, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est pour ça, pour nous, aujourd'hui, cette répression de l'impérialisme, du colonialisme aujourd'hui dans le monde, doit être visible dans tous les 4 coins du monde. Et on doit porter ensemble, en même temps, et dans des espaces différents pour que cette politique aujourd'hui, on le déconstruit pour pouvoir remettre l'humain au centre de nos préoccupations politiques, économiques et sociales. Donc c'est pour ça un peu que, pour rappeler un peu notre volonté d'être à vos côtés, on a eu des rassemblements sur Paris et dans d'autres villes où il y a eu des camarades de Sahraouis. L'année dernière, on était avec eux aussi à Paris pour soutenir le peuple sahraoui. Et on voit que voilà, il y a des mobilisations qui se font. Donc en tout cas, merci pour l'invitation. Et on vous souhaite du courage et
que l'esprit de nos vieux, de nos terres, de nos mers, de nos montagnes puisse vous accompagner dans votre combat, qui est quand même un combat digne. Et nous on espère, parce que si d'autres peuples ont réussi, nous aussi on réussira un jour, nous ensemble. Merci.